Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 24 octobre. « 383e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève à 42 847 martyrs et 100 544 blessés. Au moment où le blocus total imposé au nord met quasiment à l'arrêt, l'hôpital Kamal Adwan en proie de devenir une véritable fosse commune. Les forces de l'entité sioniste continuent de bombarder le Liban qui annonce 2574 martyrs et plus de 12 000 blessés depuis octobre 2023. La conférence internationale sur le Liban à Paris promet 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions d'aide pour l'armée. La Turquie identifie les deux auteurs de l'attentat contre le siège des industries de défense près d'Ankara et en fait 5 morts et plus de 20 blessés comme étant des combattants kurdes du PKK. Et puis en France, les difficultés budgétaires s'accumulent. Le déficit public atteint 6% du PIB en 2024, un niveau préoccupant alertant les institutions internationales. Bonsoir à tous. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi ce jeudi à 42 847 martyrs et 100 544 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation ont commis 4 massacres faisant au moins 55 martyrs et 132 blessés. Et une frappe sioniste sur une école transformée en abri pour déplacer à Nusayrat dans la bande de Gaza a fait 17 martyrs, dont 7 enfants et 3 femmes. Au moins 42 personnes ont également été blessées dans l'attaque contre cette école du camp de Nusayrat. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Aouda. Et l'hôpital Kamal Adwan, cette fois situé à Jabalia, au nord de la bande de Gaza, fonctionne au ralenti au 20e jour du blocus total imposé par l'entité sioniste. Il risque de se transformer en une véritable fosse commune. Les victimes y affluent par centaines au moment où la défense civile a annoncé avoir complètement arrêté son travail dans le gouvernorat du Nord suite aux attaques des forces sionistes contre ses membres. Le point avec Sohila Akilal. Le personnel médical de l'hôpital Kamal Adwan est en alerte. Médecins et infirmiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maintenir en vie des nouveau-nés en urgence vitale. Mais dans le contexte actuel, la prise en charge médicale des patients et des blessés est quasiment impossible. Le siège sioniste sur le nord de l'enclave empêche l'arrivée de toute aide, y compris le matériel médical, ce qui met en péril des vies humaines. Un siège total est imposé aux établissements médicaux et au nord de la bande de Gaza. Nous lançons un appel depuis des jours au monde. Les réserves médicales de Kamal Adwan sont à zéro. Nous n'avons pas de poche de sang, ni de fourniture médicale, ni de médicaments. Certains membres du personnel médical sont soit morts, soit blessés. Dans les prochaines heures, nous allons être confrontés à une catastrophe humanitaire si aucune solution n'est trouvée. L'hôpital va se transformer en fosse commune. Toutes les heures, des blessés meurent. Dans l'élan de leur politique génocidaire, les forces sionistes sont allées jusqu'à interdire aux équipes de la défense civile d'évacuer les victimes, allant même jusqu'à sommer les secouristes de quitter leurs ambulances. N'hésitant pas à les cibler directement, d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont été blessés et d'autres ont même été arrêtés. Face à cette menace directe qui pèse au-dessus de la tête des secouristes, telle une épée de Damoclès, la défense civile de la bande de Gaza
a annoncé suspendre ses opérations dans le gouvernorat du Nord. Nous étions dans le nord de Gaza, Beit Lahia. L'armée nous a dit de laisser les véhicules, d'aller dans la rue principale et de railler l'hôpital indonésien. Nous avons essayé d'aller ailleurs, mais ils ont tiré une roquette sur nous et certains de mes collègues ont été blessés. 5 d'autres ont été arrêtés. Les services de la défense civile et les services médicaux sont à l'arrêt. Les hôpitaux sont complètement hors service. Les services humanitaires dans le nord de Gaza sont à l'arrêt complet suite aux menaces claires et explicites des forces d'occupation sionistes. Un état de siège de 3 semaines, des Palestiniens massacrés, maltraités et chassés, des secouristes attaqués, blessés et arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, des zones géographiques dévastées. Ce qui se passe dans le gouvernorat du Nord semble être la seconde étape du génocide sioniste dans l'enclave. Les forces d'occupation sionistes semblent avoir enclenché la 5e vitesse pour mettre en application leur plan machiavélique initial, celui de s'accaparer le tout Gaza, à commencer par le Nord. À noter que cet après-midi, l'hôpital Kamal Adwan a été la cible de bombardements venant d'engins militaires des forces de l'occupation sioniste. De nombreux patients sont coincés à l'intérieur, dont un nombre important d'enfants. Et dans ce contexte également, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude face au report de la dernière campagne de vaccination contre la polio pour les enfants palestiniens dans le nord de la bande de Gaza, dans un contexte d'agression et de siège sioniste, soulignant la nécessité de mettre un terme à cette épidémie avant que davantage d'enfants ne soient paralysés et que le poliovirus ne se propage davantage. J'ai 8 enfants, il y a presque 2 mois, ils ont reçu le premier vaccin contre la polio. Ils sont censés recevoir le 2e vaccin à cette période. L'occupation empêche cela, ce qui a des conséquences sur les enfants. Ils peuvent tomber malades et être paralysés. Nous avons été déplacés du camp de Jabalia il y a 2 jours sous les frappes, l'horreur et le terrorisme. Nos enfants, les enfants de la Palestine, les enfants de Gaza méritent de vivre comme les autres enfants du monde. Le vaccin contre la polio n'a pas atteint Gaza. Le nord maintenant, l'hiver approche et nos enfants sont exposés à ce virus. Ils étaient censés recevoir la 2e dose, ils ne l'ont pas fait. Nous appelons les peuples du monde à se tenir aux côtés de nos enfants et permettre l'entrée du vaccin dans la partie nord de la bande de Gaza pour assurer la sécurité de nos enfants. Et comme vous venez de l'entendre, les températures commencent à baisser dans la bande de Gaza. Les Palestiniens se préparent à affronter un second hiver soumis à des déplacements constants et à des pénuries qui ne cessent de s'aggraver après plus d'1 an d'agression génocidaire. Le point de la situation avec Asma Laïd. Au milieu d'un paysage de dévastation, les Palestiniens se préparent à affronter un hiver rude, soumis à des déplacements constants et à des pénuries qui ne cessent de s'aggraver après plus d'1 an de génocide. La pénurie de nourriture, de matériel médical, de couverture et de vêtements chauds ne fait qu'aggraver la situation alors que les températures commencent à baisser. Et dans la bande de Gaza, les Gazaouis ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons fui sans vêtements, sans sac, sans rien de ce qui est essentiel à la vie. Nous avons simplement couru. Il y a un blocus terrestre, maritime et aérien. Les Juifs israéliens ont utilisé toutes les méthodes possibles contre nous, en recourant à toutes les formes de violence, y compris le génocide. Ils ont détruit des maisons alors que leurs propriétaires s'y trouvaient encore. La bande de Gaza est témoin de souffrances continues liées à la faim, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déplacements de population, un des déplacements les plus massifs de l'histoire contemporaine. Les habitants de l'enclave palestinienne s'abritent désormais sous les tentes, elles-mêmes ciblées par les bombardements sionistes. Nous avons aucun semblant de vie normale. Le Nord est détruit quotidiennement et nous entendons parler de massacres tous les jours. Chaque jour est une lutte pour obtenir de l'eau ou même utiliser les toilettes. Nous vivons dans une souffrance constante et aucun des gouvernements arabes n'est à nos côtés.
Les filles souffrent toute la nuit du froid, d'infections de l'estomac à cause du froid. Il n'y a pas de couverture et le vent souffle de tous les côtés. L'Organisation mondiale de la santé a également exprimé son inquiétude quant aux conséquences du froid et qui viennent aggraver la situation déjà catastrophique dans les camps. Le manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène ainsi que la surpopulation dans les abris et les sites de personnes déplacées sont les principaux facteurs de propagation des maladies transmissibles. Comme ces conditions vont probablement se détériorer davantage au cours de l'hiver, la fréquence de ces maladies devrait continuer à augmenter. Le génocide, qui se poursuit toujours, pèsera à jamais sur la conscience internationale, un traumatisme sans précédent, sans doute l'un des plus profonds que le peuple palestinien subit tout au long de son histoire et de l'histoire de l'humanité. Et ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la cessation immédiate des hostilités à Gaza et au Liban, en pleine escalade des tensions. Across the board, we need peace. Nous avons besoin de paix dans tous les secteurs. Nous avons besoin de paix à Gaza avec un cessez-le-feu immédiat et la facilitation active des besoins humanitaires sans aucun obstacle, comme nous avons besoin d'avancer sans recul pour en finir et arrêter l'occupation et mettre en œuvre la solution à 2 États comme par le début et comme prévu et comme surtout nous l'avons précisé dernièrement, conformément à la décision de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous avons besoin aussi de paix au Liban avec l'arrêt immédiat de l'agression pour passer à l'application totale du Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1701. Autre appel à la cessation de cette agression, il émane cette fois de la gauche espagnole qui intensifie sa pression sur le Premier ministre Pedro Sánchez pour que Madrid suspende tous les contrats d'armement actuellement en vigueur avec l'entité sioniste et mette en œuvre de toute urgence un embargo total sur les armes à destination de cette entité qui les utilise dans son agression contre le peuple palestinien. Et toujours au volet diplomatique, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a indiqué ce jeudi qu'il s'attendait à ce que les négociateurs se réunissent dans les prochains jours pour tenter de parvenir à une trêve à Gaza en appelant une nouvelle fois à la conclusion d'un accord. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Doha après sa rencontre avec le Premier ministre du Qatar. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de discuter de la marche à suivre pour ramener les otages chez eux et obtenir un cessez-le-feu. Cela implique en partie une évaluation de la position exacte du Hamas à la suite de la mort de Yahya Sinwar. Nous avons parlé de cela, nous avons parlé des options pour capitaliser sur ce moment et des prochaines étapes pour faire avancer le processus. Et je m'attends à ce que nos négociateurs se réunissent dans les jours à venir. In the coming days. Our communication with Hamas and the leadership after. En ce qui concerne notre communication avec le Hamas et ses dirigeants après l'assassinat de Sinwar, nous avons effectivement repris contact avec eux. Nous sommes en contact avec les représentants du bureau politique à Doha. Nous avons eu quelques réunions avec eux ces derniers jours. Allez, restez avec nous à suivre notre dossier consacré à la situation au Liban.
Je vous le disais en titre, les forces de l'entité sioniste continuent de bombarder le Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan de cette agression en cours depuis le 8 octobre 2023 s'est alourdi à 2574 martyrs et plus de 12 000 blessés. Le ministère a indiqué hier soir que les raids de l'ennemi sioniste sur le Liban mardi avaient fait 28 martyrs et 139 blessés en 24 heures. Et d'intenses bombardements aériens sionistes ont ciblé hier soir la banlieue sud de Beyrouth, dévastée par 17 attaques qui ont détruit plusieurs immeubles et provoqué une énorme explosion. Aucun bilan de cette agression n'a été donné ce jeudi par les autorités libanaises. Et l'armée libanaise a indiqué ce jeudi que 3 de ses soldats, parmi lesquels un officier, avaient été tués par des tirs sionistes dans le sud du Liban. Les soldats libanais ont été pris pour cible dans les environs du village de Yatar, dans la région de Bent Jbeil, alors qu'ils menaient une opération d'évacuation de blessés. Et l'armée et plus de 800 000 habitants libanais ont été contraints de quitter leur foyer en raison de l'agression des forces sionistes contre le pays, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA au Liban, et ce depuis le 8 octobre 2023. 52% des déplacés sont des femmes. Et 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions d'aides pour l'armée libanaise. C'est ce qui a permis de récolter la conférence internationale sur le Liban qui s'est tenue ce jeudi à Paris. Safouane Ben Sabri. La communauté internationale a été à la hauteur de l'enjeu. La conférence pour le Liban, initiée par la France, a permis de récolter $1 milliard pour les Libanais et leur armée, à défaut d'avancer sur le volet diplomatique. 800 millions d'euros seront destinés aux déplacés libanais alors que les 200 millions restants seront destinés à l'armée du pays. Au total, nous avons rassemblé collectivement 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Nous sommes donc à la hauteur de l'enjeu. Je voulais vous en remercier et je voulais vous en féliciter. Les États-Unis font partie des plus grands contributeurs avec une enveloppe de 300 millions de dollars, devant la France avec 108 millions, suivi par l'Allemagne avec 103 millions. Une aide internationale qui montre que le Liban n'est pas seul, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Najib Mikati. J'ai le sentiment que le Liban n'est pas seul. Le Liban a des amis et des frères sur lesquels il peut compter. Mais en même temps, mon cœur est triste pour le Liban parce que nous devons être de plus en plus mobilisés en faveur de ce pays qui croit en la coexistence, aux libertés et aux valeurs pour le protéger de cette agression israélienne. Les affrontements ont pour l'heure contraint plus de 800 000 personnes à se déplacer selon les Nations Unies. Au moins 1152 personnes ont-elles été tuées depuis un mois. Et nous allons tout de suite continuer de parler des derniers développements au Moyen-Orient avec notre invité du soir. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Amjad Shihab, professeur à l'université Al-Aqsa, située à Al-Quds occupée. Amjad Shihab, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Alors, tout d'abord, Amjad Shihab, le nord de Gaza est soumis à un siège total depuis une vingtaine de jours. Quel est l'objectif réel d'isoler le nord de Gaza? Tout à fait. Ils ont un plan, il s'appelle le plan de généraux. C'est un nettoyage ethnique et annexer
40% de la superficie totale de la bande de Gaza et le retour de construire des colonies, surtout une zone industrielle et une zone verte. Et c'est le plan du gouvernement depuis le 12 octobre, 5 jours après l'attaque de 7 octobre. Et ils ont un projet clair et net. Ils ont d'autres projets en cas d'échec, mais apparemment, ils n'ont pas trouvé des gens qui peuvent leur mettre un grand obstacle aux pressions internationales efficaces. Et c'est pour cela qu'ils continuent de croire que c'est possible. Il y a une résistance de la population. Ils ont utilisé une force avec des massacres quotidiens, avec le plan constitue à affamer les résidents palestiniens du Nord, surtout au camp de réfugiés de Jabalia et à Beth Hanoun et à Beth Lahia. Apparemment, ils ont réussi à faire évacuer par la force militaire la moitié de la population. Les restes, ils sont en train de résister. Ils refusent de partir. Il y a beaucoup de martyrs et beaucoup de blessés. Et on a remarqué les méthodes utilisées. On n'a jamais vu de telle atrocité, de telle sauvagerie, de telle barbarie, de forcer les gens à partir pour faire un nettoyage ethnique. Les massacres qui ne sont pas du tout justifiés, intentionnels, et répétés jour et nuit pour appliquer ce plan machiavélique et pour forcer les gens. Et ils cherchent à attirer l'attention surtout de front intérieur sionisme pour dire voilà, on avance, on réussit sur plusieurs fronts et on va réaliser ce qu'on vous a promis, le retour de la colonisation sioniste sur la bande de Gaza. Justement, Amjad Chihab, certains experts évoquent aujourd'hui un autre objectif qui est celui de coloniser une nouvelle fois la bande de Gaza. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Tout à fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont fait une réunion et une grande fête il y a quelques jours. Ils ont commencé à mettre des plans et surtout des plans de construction de colonies comme ils font en Cisjordanie. Et pour dire, on va faire ça ici. Ils ont fait la fête. Ils sont contents que le gouvernement accepte tous leurs projets. Et surtout, il y avait plusieurs ministres et responsables, de hauts responsables de parti de Likoud. Ils ont participé à cette réunion. Et ils sont en train c'est un projet qu'ils sont en train de l'appliquer aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du monde arabe, et ils n'ont aucun souci à faire au sujet de sanctions, parce qu'il n'y a aucune sanction jusqu'à maintenant sur le plan économique et militaire et diplomatique. Et ils voient c'est une bonne occasion pour eux de profiter de la situation et d'attirer le maximum d'annexion des territoires, et ils parlent de même longueur, de même attention aussi par rapport au Sud-Liban. Et ils commencent à parler que le Sud-Liban appartenait il y a 3000 ans, selon leur mythe, que ces territoires étaient dans leur royaume, etc. Voilà. Très bien. Retour au nord, si vous le permettez, de Gaza, Amjad Chihab, avec le blocus, on l'a vu, le système de santé s'effondre, notamment à Beit Lahia et Jabalia. La défense civile a annoncé ne plus pouvoir opérer dans le gouvernorat du Nord. L'objectif final n'est-il pas de tuer un maximum de Palestiniens? Oui, de tuer un maximum de Palestiniens, détruire tous les services, même le seul véhicule de pompiers, ils l'ont brûlé. Comme un cible militaire. Et ils ont arrêté les hommes de secours, ils arrêtent la jeunesse, les jeunes, et ils leur montrent dans les camions comme des animaux, et les amener dans des centres de détention pour leur faire torturer, interroger.
Ils ont mis les femmes et les enfants dans un grand trou. Aujourd'hui, on a regardé des images. On n'a même pas vu ça au Deuxième Guerre mondiale. Et ils menacent, ils séparent les enfants de leur mère et ils utilisent toutes les méthodes et ils leur disent clairement soit vous allez mourir de faim, soit vous allez mourir de bombardement, soit vous allez mourir en direct avec nos bombardements des chars ou d'aviation militaire, soit vous partez. Ils leur mettent devant le fait accompli, vous n'avez aucune chance de rester vivant si vous insistez de rester ici, de rester dans leur territoire. Ils bombardent jour et nuit, bombardent les endroits où ils se refugient, surtout même sur les tentes, même sur les écoles où ils se refugient, ou sur les bâtiments et qui sont complètement détruits. Ils leur laissent même pas rester en tranquillité. Et malgré tout ça, ils se sentent qu'il n'y a aucun endroit sécurisé sur la bande de Gaza. Ils préfèrent mourir. Il y en a une grande partie préfère mourir à l'idée de partir par la force. Oui. Et pendant que tout cela se déroule sous nos yeux, le secrétaire d'État américain effectue sa 11e tournée dans la région en un an. Alors Blinken a annoncé qu'une première réunion, plutôt une prochaine réunion dans les jours qui viennent, regroupant les principaux négociateurs à Doha, en vue d'un accord à Gaza. La diplomatie a-t-elle, selon vous, une place à l'heure où l'on parle aujourd'hui? Oui, la position de ce gouvernement est claire. On veut une victoire absolue. On ne veut pas partir de la bande de Gaza. On veut annexer 40%. Et on veut mettre le mouvement de Hamas à genoux. On veut désarmer la bande de Gaza. On veut choisir l'autorité qui va gouverner. On veut faire un échange des prisonniers selon nos conditions. Et il n'y a pas de retrait total de la bande de Gaza. S'il accepte ces conditions, on accepte de faire des échanges de prisonniers. C'est ça les règles. Il n'y a pas de négociation. Ils s'imposent leurs propositions comme ils l'ont fait avant. Avant, ils avaient des prétextes pour Monsieur Yahya Sinwar, et c'était un grand obstacle. Il faut assassiner Monsieur Sinwar. Et Monsieur Sinwar, il est devenu martyr en affrontant l'armée israélienne de première ligne. Aujourd'hui, il continue le même discours. Il n'a rien changé. Et voilà. L'essentiel, il n'y a pas d'autre scénario proposé aux habitants. Vous allez partir. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et la réparation, il n'y en a pas. Et ces réparations sont selon nos conditions. Et ils pensent qu'après la cessez-le-feu, il y aura au moins des habitants de Gaza qui vont être obligés de partir parce qu'il n'y a pas une possibilité de continuer la vie. Surtout la bande de Gaza est devenue un endroit invivable pour les habitants, un endroit qu'on ne peut pas vivre, et ils contrôlent tous les accès. Ils ne vont pas permettre de faire entrer les matériels ou faire entrer des moyens pour réparer au moins les infrastructures ou les minimums qui permet à un être humain de vivre dans ces endroits. C'est pour cela qu'ils tiennent toutes les clés et ils ne sont pas pressés de négocier un cessez-le-feu. Et justement, vous avez évoqué les conditions de la résistance aussi bien en Palestine qu'au Liban aussi, puisque l'axe de la résistance aujourd'hui exige avant toute trêve, exige avant toute négociation, un cessez-le-feu. Il est impératif que cela puisse se produire avant de négocier. Tout à fait. Ils cherchent à neutraliser le Hezbollah et ils cherchent à liquider la cause palestinienne. Ils l'ont dit quand ils ont composé ce gouvernement un an avant l'attaque de 7 octobre. Ils ont composé le gouvernement en novembre 2022
ils ont dit que ce gouvernement, il va pas gérer la crise avec les Palestiniens, il va liquider la cause palestinienne, il va mettre fin à toute comment ça s'appelle, et demander le droit à la autodétermination ou le projet de 2 États. Ils le disent clairement, Netanyahou le dit clairement, il n'y a pas d'État palestinien. Ils ont voté une loi au Knesset, soi-disant, et la majorité absolue, ils ont voté contre la création d'un État palestinien, ou même de discuter qu'il y aura 2 États palestiniens. Il y a une loi qui interdit même de discuter ce projet, et ils voulaient arriver à ce niveau. Donc, ils ont un discours complètement religieux. Aujourd'hui, ils parlent de Messie qui va venir et qui va mettre fin à la situation actuelle. Ils parlent de changement complet de la situation au Proche-Orient, et ils refusent l'idée qu'il y aura des résistances militaires. Ils voulaient dominer le Proche-Orient. Ils le disent clairement, on va faire tout ce qu'on veut et on s'en fiche. Oui. Et justement, Amjad Chihab, que ce soit à Gaza ou au Liban, on a assisté, on a vu que toutes les lignes rouges ont été franchies. Peut-on parler aujourd'hui d'un échec véritable de la diplomatie internationale? Tout à fait. Ce n'est pas un véritable échec, une véritable catastrophe. Parce que nous, aujourd'hui, on est en train de sacrifier les institutions internationales, les organisations, le droit international, les valeurs humanistes, et surtout et les raisons par lesquelles l'organisation internationale Nations Unies a été créée, c'est de sauver la sécurité mondiale et la stabilité, la paix mondiale, et en laissant l'entité sioniste de faire tout ce qu'elle veut sur les terrains, l'incapacité de cette organisation internationale de stopper ou même de prendre des mesures de sanctions, au moins surtout des sanctions diplomatiques, était incapable de faire ça. C'est un véritable assassinat de tous les droits et les valeurs pour la raison pour laquelle cette organisation a été fondée et créée. Aujourd'hui, on parle de notre logique. On parle de logique de la force, la loi de jungle, et comme les Nations Unies n'existent pas, et ils n'ont aucun respect au droit international. Ils ont violé toutes les conventions, les droits internationaux, le droit de l'homme, le droit des femmes, des enfants, les règles de guerre terrestre. Ils mettent tout sur le dos, ils avancent, ils mettent aucun poids, aucun respect, aucune attention sur l'opinion internationale ou sur le droit international. Et l'avance, ils font tout. Aujourd'hui, Amjad Chihab, on a l'impression d'assister à un décalage entre la réalité du terrain et ce qui se fait sur le plan diplomatique. Les États-Unis appellent à s'asseoir à une table alors que l'entité sioniste tue des civils et détruit à Gaza. La France appelle à la reconstruction du Liban en récoltant des fonds, alors que l'entité sioniste, encore une fois, tue et des civils et détruit des infrastructures au Liban. Quel est votre point de vue? Oui, on va assister ce soir encore à une destruction. On a vu hier soir la capacité de frappe, de destruction, surtout des bâtiments et d'infrastructures dans le quartier ouest de la capitale libanaise. Et ce soir, on va assister encore. Et on a assisté aussi à la destruction massive des villages dans le sud du Liban pour ouvrir la voie de faire une zone de sécurité militaire pour l'entité sionisme. Et ce soir, la réponse, ils ont fait une réunion et qu'on a pris l'habitude, la réponse israélienne, c'est à l'inverse de la volonté internationale. Ce soir, ils vont bombarder, demain et après-demain, peut-être ils vont commettre des massacres contre les Libanais pour envoyer un message. Et soit le Liban et le Hezbollah acceptent nos conditions de se rendre et de défaite, soit on continue. On n'arrêtera pas si le Hezbollah a la capacité de frapper
ou de lancer des missiles contre nous. Et il l'a dit, le ministre de la Défense de l'entité sioniste, il l'a dit ce soir, il a dit on n'arrêtera pas avant une défaite claire de Hezbollah. Et là ça prouve qu'ils mettent aucun respect à la communauté internationale. On a vu les conversations téléphoniques entre le président français qui s'est fait humilier à plusieurs reprises par le Premier ministre israélien et comment il utilise des vocabulaires normalement pas du tout diplomatiques par rapport au président français. Et malgré tout ça, la réaction française était trop faible pour répondre à toutes ces humiliations d'un président normalement d'un pays qui doit être le 5e sur le rang international, sur le rang mondial. Et malgré tout ça, on voit qu'ils n'ont aucun respect, même avec leurs alliés, qu'ils étaient soutenus par eux, surtout sur toutes les lignes, que ce soit sur le partenariat économique, ou sur le soutien militaire, sur le soutien de renseignement. Et malgré tout ça, et leur force à respecter leur projet et qui contredit surtout avec le Liban. Il y a des intérêts stratégiques et économiques entre la France et le Liban et malgré tout ça, l'entité sioniste n'a aucun respect par rapport aux intérêts de ses alliés. C'est leurs intérêts. Et ça prouve que la communauté internationale est incapable de faire quelque chose pour des raisons que tout le monde le sait. Merci Amjad Chihab pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Al-Aqsa située à Al-Quds occupée. Restez avec nous pour la suite de ce 19h à suivre l'actualité en Afrique. Le groupe A3+, a appelé hier soir à New York à sortir le processus politique en Syrie de l'impasse et à parvenir à une résolution garantissant l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité, exhortant le Conseil de sécurité à aider les Syriens à régler le conflit qui ravage leur pays depuis 13 ans. Déclaration faite par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, lors d'un briefing sur les développements politiques humanitaires en Syrie. L'exposition des produits algériens se poursuit dans la capitale qatari, Doha. Ce jeudi, le président de l'association des hommes d'affaires qatari, Cheikh Faisal Ben Qassem Athani, a exprimé l'intérêt des hommes d'affaires qataris pour l'investissement dans les grandes surfaces commerciales en Algérie, et ce, lors d'une réunion de travail avec le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni. Mais il n'y a pas que les investisseurs qataris qui manifestent leur intérêt pour les produits algériens. Les visiteurs venus nombreux pour l'exposition semblent aussi les apprécier pour leur qualité et leur authenticité. Et coopération algéro-coréenne cette fois-ci en matière de décarbonation du secteur industriel. Le ciment en tête de proue. Une délégation sud-coréenne a participé ce jeudi à une journée de formation à laquelle a pris part le commissariat algérien aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Les discussions ont commencé afin d'accompagner le groupe JICA dans la décarbonation de l'industrie du ciment comme première étape par le biais de la signature d'un accord de partenariat entre le CRF et le groupe JICA fin 2023. La décarbonation du secteur industriel revêt une importance capitale pour l'Algérie dans ses efforts dans le cadre des défis climatiques mondiaux. Près de 350 jeunes représentant 49 pays africains prendront part à la 4e édition du Forum panafricain de la jeunesse prévu du 1er au 4 novembre à Oran. Selon le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi, ce forum coïncidera avec la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération.
Nous accueillerons un événement très important, le Forum des jeunes africains qui touche principalement l'élite du futur. Des jeunes qui s'expriment sur l'avenir et aspirent à vivre sur ce continent avec des approches professionnelles. Aujourd'hui, cette expérience nous a permis pendant 10 jours de mener à bien tous les préparatifs. Je suis également très honoré par la volonté politique des hauts responsables qui nous ont toujours soutenus et accordé toute leur confiance. La confiance du président de la République en la jeunesse algérienne lui a permis de démontrer tout son potentiel. Et santé en Afrique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a rapporté ce jeudi que 85% des enfants infectés par la polio dans le monde en 2023 vivent dans 31 pays fragiles et touchés par des conflits. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'Agence des Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale contre la poliomyélite célébrée chaque 24 octobre de l'année. Au Sénégal, à présent, nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose les pêcheurs de Saint-Louis et British Petroleum, ce dernier ayant rompu un accord trouvé entre les deux parties en août dernier. L'explication avec Tinhinan Makassi. Le bras de fer entre les pêcheurs de Saint-Louis au Sénégal et le géant du pétrole British Petroleum se poursuit. Et pour cause, l'exploitant aurait, selon les pêcheurs, torpillé l'accord établi entre les deux parties. Mi-août, British Petroleum et son partenaire Cosmos et les pêcheurs sont parvenus à un accord, à savoir la création de 6 récifs artificiels dans la zone projet Grand Tortue, où les pêcheurs n'ont plus le droit d'aller pêcher, et ce en dépit du fait qu'elle soit la plus poissonneuse parmi les récifs. Mais surprise, mercredi dernier, les deux entreprises qui mènent le projet ont finalement indiqué qu'un seul récif sera créé. Ces récifs sont capitaux puisque plus de la moitié des habitants de Saint-Louis vivent de la pêche. Et plus, ils permettraient ainsi le retour des poissons cachés en raison des travaux. En effet, dès le lancement de ce projet, les pêcheurs et les écologistes du Sénégal sont montés au créneau, dénonçant les effets à long et à court terme sur l'écosystème. D'ailleurs, les pêcheurs le confirment déjà. Il y a moins de poissons dans les filets. Face à ce que ces pêcheurs considèrent comme une énième preuve de mépris du géant du pétrole, ils exhortent le gouvernement sénégalais à prendre part aux négociations en cours. Et en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés de nouveau de la ville de Kalembe dans le nord Kivu, à l'est du pays. Dimanche, le M23 avait pris la ville située à plus de 150 km à l'ouest de Goma avant d'être repoussé par les Wazalendo. Et dans l'actualité également, je vous le disais en titre, la Turquie a identifié ce jeudi les 2 auteurs de l'attentat contre le siège des industries de défense de Turquie hier près d'Ankara, certifiant qu'il s'agissait de combattants kurdes du PKK avec lequel le gouvernement a manifesté une volonté d'ouvrir le dialogue. L'attentat a causé la mort de 5 personnes, en plus de 2 assaillants, et a fait 22 blessés, dont 14 sont toujours hospitalisés. Et l'armée turque a mené dans la nuit d'hier des raids contre des positions du PKK en Syrie et dans le nord de l'Irak, visant 32 cibles détruites avec succès. Selon le ministère turc de la Défense, ces frappes sont intervenues après l'attentat qui a fait au moins 5 morts et plus de 20 blessés hier près d'Ankara. La Turquie qui a organisé ce jeudi des funérailles communes pour 3 des 5 victimes tuées la veille dans la région d'Ankara lors de l'attaque armée contre une grande entreprise de défense turque.
Et plusieurs pays, dont l'Algérie, ainsi que des organisations internationales, ont condamné l'attentat ayant ciblé hier le siège de la société turque des industries aérospatiales près d'Ankara. Asma Laïd y revient. Plusieurs pays, dont l'Algérie ainsi que des organisations internationales, ont condamné l'attentat ayant ciblé mercredi le siège de la société turque des industries aérospatiales près d'Ankara. L'Algérie a vigoureusement condamné cette attaque terroriste et exprimé à la République de Turquie, peuple et gouvernement, sa pleine solidarité en ces circonstances difficiles, a indiqué la présidence de la République algérienne dans un communiqué. L'Allemagne a condamné pour sa part une épouvantable attaque terroriste, rejetant le plus fermement toute forme de terrorisme. Notre solidarité va à la Turquie, nos pensées vont aux familles des victimes, a déclaré une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Nous condamnons tout acte de ce genre, quelles que soient ses motivations. L'Azerbaïdjan a exprimé sa solidarité avec la Turquie en dénonçant l'attentat terroriste. Le premier ministre néerlandais Dick Schoof a également présenté ses condoléances au président turc, affirmant que son pays condamne toutes les formes de terrorisme. Il a également exprimé sa sympathie à la Turquie, indiquant suivre la situation de près. Les États-Unis ont condamné vigoureusement l'attentat terroriste commis hier et présentent leurs condoléances aux familles des victimes, indique un communiqué rendu public par l'ambassade américaine à Ankara. Nous restons aux côtés de notre allié, la Turquie, a réaffirmé le communiqué. Le gouvernement d'union nationale libyen, tout en condamnant l'attentat, a estimé qu'une telle attaque servait les partis qui cherchent à déstabiliser la paix et la sécurité dans le monde. Le chef de l'Alliance de l'Atlantique, Mark Rutte, a déclaré que l'organisation se tenait aux côtés de la Turquie. Je viens de parler avec le président turc Erdogan à propos de l'attaque terroriste à Ankara. Mon message était clair, l'OTAN est aux côtés de la Turquie, a écrit sur les réseaux sociaux le responsable néerlandais. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a également réagi condamnant l'attaque terroriste. Antonio Guterres a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le chef de la diplomatie européenne a lui aussi réagi condamnant l'attentat, le qualifiant de terroriste. Pour rappel, l'attaque a fait 5 morts et 20 blessés selon un dernier bilan établi par les autorités turques. En France, à présent, je vous le disais en titre, les difficultés budgétaires s'accumulent. Le déficit public atteint 6% du PIB en 2024, un niveau préoccupant qui alerte les institutions internationales. Le FMI s'inquiète de l'incapacité du pays à maîtriser ses finances alors que la dette publique continue de croître. Le gouvernement est désormais sous pression pour prendre des mesures drastiques et rétablir l'équilibre. Kherdim Batash. L'économie française sur un terrain glissant. Les difficultés budgétaires de Paris font grincer des dents au FMI. Le Fonds monétaire international s'inquiète d'une situation de déficit budgétaire ayant atteint les 6% du PIB en 2024, soit le double des standards tolérés par Bruxelles. Du côté de Bercy, il va falloir sortir les calculettes. Dans son dernier rapport sur les prévisions de croissance mondiale, Bretton Woods exige de Paris plus de clarté au sujet des mesures d'économie annoncées dans son projet de budget 2025 qui prévoit 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour endiguer le dérapage du déficit. Dans la situation française telle qu'elle est, je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir un effort qui va être un effort significatif dès l'année prochaine, pour montrer que, de manière décisive, la trajectoire des finances publiques va revenir vers un sentier qui est soutenable, un sentier qui va être plus en accord avec les règles budgétaires européennes. Et donc, de ce point de vue-là, il est nécessaire de faire un effort important pour l'exercice budgétaire qui va venir. La séance est ouverte. Cet effort budgétaire indispensable pour pouvoir boucler un budget en deçà des 5% de déficit divise actuellement la classe politique à l'Assemblée qui n'arrive pas à s'entendre sur la formule à adopter. En grande difficulté, le gouvernement Barnier campe sur ses positions en optant pour un tour de vis supplémentaire dès 2025.
La crainte du 49.3, s'il y a 49.3, c'est un aveu d'échec. Et là, on sait qu'on a une majorité disponible pour voter la motion de censure. Donc toute la question, c'est est-ce que le RN va continuer à être la béquille du macronisme et de M. Barnier? C'est à eux qu'il faudra poser la question. Mais nous, on veut pas faire le cadeau au gouvernement de pouvoir passer un texte comme ça sans vote final, sans être battu sur les amendements comme ils valent l'être. Et on veut faire la même démonstration qu'en commission. Une situation d'autant plus alarmante qu'en juin dernier, les agences de notation et à leur tête Fitch Ratings et S&P Global ont abaissé la note de la France à AA négatif. Raison invoquée par les agences américaines, de sérieux doutes quant à la capacité qu'a Paris de ramener son déficit budgétaire à moins de 3% avant 2029. Le 12 octobre dernier, Fitch avait maintenu cette note tout en plaçant le pays sous perspective négative, en pointant du doigt cette fois-ci une fragmentation politique et un gouvernement minoritaire. Conséquence, la France devra payer plus cher ses emprunts sur les marchés financiers du fait de l'aggravation du facteur risque placé en procédure de déficit excessif. Le gouvernement français devait présenter hier sa stratégie budgétaire de moyen terme à la Commission européenne au Conseil des ministres. Selon les experts, cette spirale infernale du déficit public conjuguée au poids de la dette publique pourrait sur le court terme hypothéquer les chances d'une reprise de la croissance qui peine à dépasser le stade du 1,1% prévu en 2024. Et avant de terminer, 50 planches originales du personnage mythique de cow-boy, Lucky Luke, dessiné par le Belge Maurice, seront pour la première fois mises aux enchères lors d'une vente organisée le 15 novembre à Paris. Cette vente devrait générer 2,7 à 3,4 millions d'euros. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.